publication depuis 1970, je dirais, depuis Minute hurlée. Je pense à vos poèmes rédigés sur des bâtons, bien sûr. Je pense à Erika, aux mémoires du 5e soleil, à La main et le couteau, à Flamenco, les souliers de Larry Sellito, mais aussi à la création des revues, des performances, votre attachement à la poésie action. Et puisqu'on va parler de son, d'ailleurs, c'est une toute petite parenthèse, peut-être un peu anecdotique, mais ça pourra peut-être démarrer notre affaire. Qu'est-ce que cette minute hurlée en 1970 venait fixer comme cap? C'est un jeu de paix. Minute hurlée, on entend. Oui, on vous entend. Minute hurlée, je ne sais pas si c'était un poème sonore. C'est un texte que j'ai rédigé comme un bouillon sur l'agenda de la résistance chilienne en tant qu'accompagnateur du MIR, du mouvement de la gauche révolutionnaire. Et sur une partie de la page, il y avait l'histoire du mouvement révolutionnaire et sur l'autre, mon histoire personnelle. Donc c'était le cri muet, c'est-à-dire que la poésie est aussi un grand silence. Et c'était le silence de tous ceux qui étaient torturés au Chili par la police de Pinochet. C'est ça, Minute hurlée, c'est-à-dire l'anti-son, l'anti-voix, la pulsion du silence qui était dans l'horreur de ce que je vivais. Alors, de tenter de préciser un peu les choses, un premier petit tour de table peut-être sur cet intitulé imaginé pour ces états généraux, le son du poème, qui est un intitulé bien élastique, bien mobile. On pourrait y entendre donc le son du poème, le son dans le poème, le son avec le poème, le son dans le livre, le son hors du livre, le son écrit, le son hurlé. Qu'est-ce qui évoque pour vous? Alors, peut-être, je ne sais pas, qui de vous peut y répondre? Céline Pardo? Je me lance. Le son du poème, effectivement, c'est une expression un peu large. Alors moi, je l'ai envisagé d'un point de vue historique. Je me suis posé la question de savoir à partir de quand les poètes se sont mis à travailler directement à partir du son, qu'il soit verbal ou non verbal. Et je me suis en particulier intéressée à la radio et à la proximité entre la création poétique, l'écriture littéraire, et la création radiophonique, qui aujourd'hui est un domaine absolument passionnant, en plein essor, en raison sans doute de l'attrait de la jeune génération, surtout pour le podcast. La condition d'écoute qui change, les techniques qui se développent et qui permettent aux poètes, aux artistes en général, de créer autrement, de penser leur écriture avec d'autres outils. Laure Gauthier. Plus contraire, c'est-à-dire ce qui serait le son d'une vision, enfin d'un avant-écrit où on peut agréger une image qui nous vient avec une forme de bande-son d'image. C'est une vision qui a toujours aussi quelque chose de politique, il y a quelque chose de participatif ou pas, une vision avant le poème de ce qui va nous faire écrire, ce vers quoi on va tendre, de ce qu'on entend. Et cette chose est effectivement plus sonore que musicale, il me semble. Cette chose traverse, elle peut se poser à l'écrit, elle accompagne, mais elle peut être aussi, alors pour moi qui suis sur le hors-champ, qui consacre à la poésie, une espèce de film du hors-champ. C'est aussi, en ce moment, avec les violences pré-totalitaires dans lesquelles on vit, c'est aussi important que le poème ait aussi pour moi, une bande-son dystopique, une bande-son qui nous réfère, qui nous dit les choses de la dystopie dans laquelle déjà on vit presque, et qui enregistre. Enfin, il y a quelque chose qui est laissé, qui peut se sédimenter dans l'écriture, qu'on remet en mouvement, qui quand même pour moi relève d'une forme de vision, vision de son, qu'on peut réarticuler ensuite seul ou pas, en lecture formée, en performance, en collaboration, en installation. Enfin, après, il y a des modalités de voir si on se rapproche du son du poème ou pas. Mais il y a quelque chose qui traverse en tous les cas. C'est à nouveau une expérience, comme une image est une expérience, l'image poétique.
comme la musique poétique peut-être. En tout cas, le son du poème est aussi une expérience et une traversée, un frayage, un chemin qu'on se ferait. Ouais. Ça veut dire que pour vous, il y aurait son avant le poème. Pour moi, il y a toujours avant le poème des choses. Alors, il y a la différence, est-ce qu'on métaphorise pour la musique, est-ce qu'on utilise une métaphore, ou est-ce que le son est un son réel? Il y a les deux, il y a une telle pluralité, je pense qu'on peut partir de sons avant le poème qui existe, depuis lesquels on va écrire, et ensuite on invente, il y a une bande-son du poème, on invente les sonorités, chacun l'agrège et les écrit comme il le peut, et parfois cette chose est à l'épreuve du réel, et elle redevient, en tout cas dans mon cas, au moment de soit de lecture ou à la performance, ça va être de retrouver ce saisissement non fixé d'avant l'écriture. On a aperçu, entendu le son et essayer d'aller vers ça à nouveau, de le tendre à un auditoire, à des présents, lecteurs. Et ça nous dit quelque chose. Ça, c'est pas juste le son de poème dit quelque chose. C'est la différence avec du son blanc ou du son de compositeur seulement. C'est que le son du poème est agrégé en autre chose, il irise autrement. En étant irisé, traverse le mot, évidemment, il nous dit quelque chose d'autre. Voilà. Est-ce qu'on aurait tort parce qu'on va essayer de ne pas tout mélanger, parce que là, il y a la question. Non, on va essayer de ça y est, ça irise. Évidemment, de ne pas mélanger oralité et son, de ne pas mélanger performance, lecture, etc. Et puis le son, l'intuition du son écrit, d'une certaine manière, et puis la fabrication du son. Et là, on parle de lecture ou de performance, en tout cas de poèmes dits, formulés. Est-ce que, Serge P., est-ce que pour vous, il y aurait conflit ou rivalité justement entre tous ces sons bien d'effleurer? Le son ne me concerne pas. Ce qui me concerne, c'est le corps. Et la poésie. C'est-à-dire la poésie, comme je le disais avec Henri Michonic, dans les divers livres que nous avons écrits, et partagés, la poésie, c'est le lieu du langage où il y a le maximum de corps. Il n'y en a qu'un. Et en ce sens, la poésie est une contre-hystérie. Parce que l'hystérie, c'est le lieu, justement, où il y a le maximum de langue dans le corps. Alors, la poésie, entre le corps et le langage, à travers son épiphénomène vraiment petit, qui est le son, est un va-et-vient entre le corps et le langage. Et la poésie, en ce sens, c'est une contre-hystérie, depuis Freud. Et c'est pour ça qu'il y a quelque chose qui interroge le son dans le corps. Et c'est ce corps qui va constituer le poème, qui est le maximum de corps dans le langage, qui va faire que nous inventons à chaque fois un double. L'écriture n'existe pas. L'écriture, c'est la publication de fantômes dont nous inventons la voix et qui vont s'adresser à d'autres fantômes qui sont le public avec lequel nous allons partager les doubles. C'est-à-dire que c'est une relation de double à double et où la voix va circuler, des voix que nous ne connaissons pas, nous sommes les ventriloques. Et c'est la parole qui est donnée aux fantômes. La poésie n'est qu'une parole donnée aux morts. Quand vous dites que le son ne vous concerne pas, le son c'est le corps. Non, parce que je suis comme mes prédécesseurs, depuis Victor Hugo, Breton, etc. Et même Michon, j'ai la haine du son, la haine de la musique. Aujourd'hui, le totalitarisme que nous connaissons dans notre société et la suffocation du son. Aujourd'hui, le travail d'un poète est de chercher le silence. Et lorsque je parle ainsi, je parle dans une provocation par rapport à ce que nous faisons. Et je comprends très bien ce que vous avez dit, que je partage entièrement, ainsi que vous. Et il suffit aujourd'hui d'instaurer la poésie comme une révolte pour savoir ce que nous allons transpercer et quelle page nous allons traverser. Et ce n'est pas
C'est pour ça qu'il faut questionner la poésie autrement et le autrement. C'est une expérience qui convoque le rythme, qui convoque le tempo, qui convoque des choses innombrables et qui sont... Vous avez un festival à Paris qui est formidable, qui s'appelle Le Son d'hiver. Et avec les musiciens de flamenco, avec Beina Tachari, avec Bernard Lubat, ils ont fait beaucoup de concerts. Donc je ne suis pas contre le son, et je me souviens du festival que nous avions fait avec Nelly Cohen et Michel Doneda, en hommage à notre ami Jean Cage, avec qui nous avions travaillé dans le passé. Nous avions inauguré ce festival par les grandes minutes de silence de la fameuse partition de John Cage. Et ça veut dire quelque chose, c'est-à-dire que le son n'est pas uniquement un bruit, c'est une question idéologique, c'est ce que je voulais dire, et que le poème est présent d'une manière critique dans l'idéologie de ce qu'on nomme aujourd'hui le son et qui nous sature. J'imagine, Laure Gauthier, c'est pas flagrant comme ça, mais au fond, vous dites un peu ça aussi. Je diverge pas. Puis là, je ressors d'une soutenance de thèse d'une poétesse qui, en lien avec Méchonique, avec Serge Martin, parlait des passages de voix et du sujet du poème. Et la voix qui nous traverse, sa notion de frayage, de frayement, ben, c'est pas... C'est un contre-temps, arc-bouté, c'est le corps, oui, effectivement, c'est un engagement du corps, c'est la notion d'engagement et de corps et d'expérience. Le poème en avant de cette expérience. Et donc ça, je ne dis pas forcément contre... Effectivement, dans l'époque qui nous sursature de musique, le contre-temps que serait le poème, l'engagement du contre-temps est un contre-temps qui permet du blanc, aussi du silence... Effectivement, je ne dis pas, je le formule pas, heureusement que je le formule pas pareil, sinon je me ferais harakiri tout de suite si on formulait pareil et j'écrirais. Mais je ne, cette idée de l'expérience du corps, ça la rejoint. Oui. Pour vous rejoindre tous les deux, Céline Pardo, peut-être qu'il faudrait alors davantage parler de voix plutôt que de son, ce qui nous permettrait de relier. C'est ce que je pensais ajouter, effectivement. Dans la notion de son, il y a toutes sortes de choses. Il y a les bruits, il y a la musique écrite ou non écrite, la musique des objets, la musique concrète, par exemple. Et puis il y a la voix qui est un son, la voix qui n'est pas forcément chantée, la voix qui n'est pas forcément harmonieuse, la voix qui peut être difficile à entendre, la voix d'Artaud, qui a beaucoup marqué toutes sortes de poètes après la guerre, qui était un grand modèle de représentation de ce que pouvait être la poésie après les horreurs de la guerre. On ne peut plus être dans l'harmonie, effectivement. Là, je rejoins complètement Serge Pey. Et aujourd'hui, peut-être toujours pas. C'est impossible. Si peut-être on peut s'arrêter sur Artaud de secondes, parce que je pense que vous êtes tous les trois concernés de façon différente par la figure d'Artaud, mais puisque vous étiez en train d'évoquer justement l'expérience de 47 ans d'Artaud à la radio, qu'on peut presque voir comme la naissance de la radio moderne, d'une certaine façon, c'est quelque chose un peu comme ça. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire des effets, justement, d'un tel moment radiophonique, d'une telle voix, et donc d'un tel corps, à la radio, pour la suite. Je ne sais pas si vous connaissez tous cette émission, qu'on peut maintenant écouter très facilement. Ce n'était pas du tout le cas en 48, en fait, quand elle devait être diffusée sur les ondes de la radio-télévision française. C'était une commande de la radio. Artaud donc était invité à inaugurer la série qui s'appelait La Voix des poètes, d'ailleurs. Et donc il a saisi l'occasion, parce que ça l'intéressait beaucoup d'expérimenter par la machine. Après, il en a été déçu, mais ce que pouvait être le théâtre de la cruauté, sur lequel il travaillait déjà depuis de nombreuses années. Et la radio lui a permis d'écrire, de penser une pièce tout à fait de façon très réfléchie. C'est pas du n'importe quoi, du tout. Et c'est très écrit, très élaboré, très travaillé. C'est pas du tout improvisé. Et il a travaillé avec des comédiens et des comédiennes qu'il a formés à sa méthode de diction, qui est une diction, comment dire,
à la fois sauvage et très maîtrisé, en fait. Très maîtrisé. Il jouait au fou, puisqu'il n'était véritablement fou, si tant est que cette notion même veut dire quelque chose. En tout cas, pour revenir à cette émission qui donc n'a jamais été diffusée, puisqu'elle a été censurée par le directeur de la radiodiffusion d'alors, elle n'a jamais été écoutée par le grand public, mais elle a été écoutée par un cercle restreint. Et puis ensuite, la bande a circulé sous le manteau, aussi bien en France qu'aux États-Unis, et jusqu'à ce qu'elle soit diffusée officiellement en France en 1973, dans l'atelier de création radiophonique, une émission peut-être sur laquelle on reviendra parce que c'est fondamental aussi. Et donc à partir de là, enfin, déjà avant cette date de 73, Artaud et sa diction et sa manière de sortir du livre pour aller chercher, il disait secouer le public, aller le chercher directement par l'émotion, en fait, hein, les affects portés par la voix, était déjà donc un modèle pour de nombreux poètes qui cherchaient la poésie action dans les années 50. Ensuite, alors je ne sais pas, si les situationnistes par exemple, qu'est-ce qu'ils pensaient d'Artaud? C'est une question que je me pose. Je sais. Puisqu'il me semble que Serge Pey au départ était proche des situationnistes. Merci pour tout ce que vous dites. Mais c'est tellement immense. On n'a pas, en une minute, on ne peut pas parler de ces choses-là. Artaud n'est que l'héritier, le fantôme d'une longue tradition. Les traditions sont parallèles. Il y a des magies qui circulent de frontière à frontière. Il ne faut pas oublier que, en même temps, il y avait les futuristes russes qui passent les frontières avec Letnikov, les Mayakovsky. Ça transpire partout. Ne croyez pas qu'il y a des inventeurs comme cela. Parce que j'étais avec Malo Sena, qui était l'oncle d'Artaud, et que j'ai fait l'hommage à Artaud dans les intestins de la terre, et qu'au Mexique, je vis avec le passeur d'Antonin Artaud, avec son docteur, qui lui faisait prendre des cataplasmes pour contrecarrer le désir de drogue qu'il avait. Artaud, c'est une chose, c'est que son propre nom travaille l'intérieur de sa poésie. Il est l'art qui arrive, il est l'Artaud, pas l'Artard. Il est l'Artaud, il le sait. Il est une incarnation diabolique, magique. Dieu, c'est du caca! Souvenez-vous d'Artaud. Il est là, mais il y a quelqu'un dont on oublie toujours. C'est qu'Artaud n'aurait jamais existé sans Baudelaire. Dans mon cœur mis à nu, Baudelaire dit une chose élémentaire. Artaud a lu Baudelaire. Il a dit, lorsque je rentre dans un théâtre, je ne vois que le lustre. Je ne vois que le lustre. Et Baudelaire veut casser le lustre du théâtre. Et Artaud, il fait la même chose. Il va casser, il va faire le théâtre et son double. Artaud sait que c'est... Bon, la question c'est... qu'est-ce que le situationnisme? Mais il faudrait parler du lettrisme. Le situationnisme se crée contre le lettrisme. Contre Isidore Isou. Lorsque j'ai rencontré... J'ai travaillé de temps en temps avec Guy Debord pour des histoires concernant le mouvement anarchiste en Catalogne. Ici, pas très loin d'ailleurs. On parlait du problème de la voix. Et c'est Dufresne, mais c'est très long à raconter. Parce qu'il y a beaucoup de non-dits, il y a beaucoup de silence, il y a beaucoup d'ignorance historique. C'est Dufresne qui a écrit la cantate des Montcamé et la révolution la révolte de la jeunesse, qui est mort d'ailleurs après un récital que j'ai fait avec lui à Toulouse, et qui était là avec Garzine Lucas. C'est lui qui opéra la rupture. Mais en même temps, derrière, il y a des gens, ça c'est très long aussi, avec comme Isidore Isou, avec le mouvement lettriste. La crise, je crois qu'il faut analyser l'arrivée de la voix, du son, de la violence dans le poème, et vous le savez bien, à cause de la première guerre impérialiste mondiale, avec les millions de morts. Dada, la poésie c'est dada, dada c'est déjà le son. Et donc, après, tout suit le lettrisme, le situationnisme, Dufresne, Guérazine Lucas, la poésie sonore que nous inventons
avec Haïti, par exemple. Mais tout cela, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que peut-être la relation qu'il y a entre le corps et l'écrit doit inventer à un moment donné une nouvelle façon de dire le corps qui écrit le corps. Alors vous avez des grands penseurs qui sont à côté de Deleuze et Guattari, qui pensent tous ces fantômes-là. C'est pour ça qu'il faudrait des heures pour en parler. Et que ce n'est pas pour rien qu'ils le pensent. Parce que j'étais avec Guattari à Québec, la poésie se fait dans la bouche, le colloque qu'on avait fait autour de Tristan Tzara. Je veux dire, Guattari pensait que l'avenir de la psychanalyse était chez nous. Nous, on n'était pas des psychanalystes. Hein? Quand Félix nous disait, faut y aller, dites le son, et on a inventé notre son. Et qu'est-ce que le son que nous avons inventé? C'est le son des Inuits, notamment des femmes Inuits, qui faisaient le katajar, et qui respiraient, qui émettaient une série de sons et de poèmes jusqu'à l'expiration totale, jusqu'à se vider les poumons. Alors, je ne sais pas, moi, quoi vous dire sur ces choses-là. C'est très difficile. Je veux dire, le son, et je suis espagnol d'origine. Mon oncle était cantaor de flamenco. Je veux dire, mais moi, ce sont les analphabètes qui m'ont appris la poésie. C'est sur le tableau que j'ai appris le son du poème. Les gens qui ne savaient pas écrire le poème et qui le disaient, qui le chantaient. Allez, c'est pour ça que tout à l'heure vous parliez de dire sur le flamenco. Je travaille avec Kiko, avec Carlos, avec Vicente Pardal. Voilà, c'est-à-dire que tout d'un coup, la poésie, si elle a un archaïsme, si elle a une origine, c'est celui de la danse et de la pulsion. C'est pour ça que j'écris mes poèmes avec des pieds. Voilà. Alors, moi, je ne vais pas vous priver de... Ça marche, si ça marche. Je ne vais pas vous priver d'Artaud, pardon, parce que là on est un peu loin. Je vais terminer mon petit tour. C'est difficile parce que c'est difficile aussi de ne pas répondre à ce qui se passe sur les premiers avant-drages. Non, alors voilà, oui. Bah, il me semble qu'il se réarticule quand même, c'est peut-être le côté un peu espérant. Donc, cette fois-ci, on sort du sujet, mais c'est plutôt dans mon bouquin sur d'un lyrisme l'autre, qu'on revient à des questions que se sont formulées non pas les deuxièmes et les premières avant-gardes, on revient quand même en boucle, sans oublier les critiques du XXe. Sans doute, peut-être, parce que les ressorts démocratiques sont tellement attaqués de toutes parts et qu'on sent quelque chose d'assez inexorable nous attaquer, qu'on arrive, dans beaucoup de questionnements, à nous reposer des questions autour de 14. On revient assez en boucle à beaucoup de ces questions qui se reposent. La différence est que les dadaïstes, quand ils critiquaient ou quand ils avaient... Moi, j'ai un tropisme germanique, donc je connais plutôt les dadaïsmes du côté allemand, même si Tzara, bien sûr, dans ses passages. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, souvent, le son du poème est moins conscient, ou la connaissance du chant de l'autre, ou du son des compositeurs, ou des compositrices, ou des pratiques aussi du son, qu'elles soient, est moindre. On s'est beaucoup plus atomisé, ça aussi c'est le capitalisme, on s'est beaucoup plus sectorisé. Et donc la connaissance qu'avaient, même dans leur rejet immédiat ou dans leur apnée les dadaïstes, cette chose aujourd'hui se fait souvent moins en conscience peut-être de l'avant, de ce qu'on réarticule, un petit peu moins, je ne dis pas systématiquement, je ne veux pas systématiser, alors qu'on se repose ces questions. Et c'est important d'avoir ces moments de passage et de dialogue, c'est de dialoguer aussi avec le chant de l'autre pays, de l'autre pratique, ne serait-ce que des fois parler avec des gens dans le son, au sens cette fois-ci du son, que ce soit des gens du même, des gens de l'IRCAM, peu importe. Mais ces pratiques nous semblent souvent extrêmement éloignées. Alors ne parlons pas de gens d'autres pays, plus personne, donc pas de grands poètes, vont au Mexique rencontrer l'autre, ou en Irlande rencontrer d'autres. Il y en a encore, hein, heureusement. Mais en tout cas, on se repose. Il y a quand même un mouvement d'ouverture et de main tendue, ne serait-ce que la table ronde d'aujourd'hui, de réarticuler des questions qui se sont posées avec la volonté de ne pas resservir les plats du passé. Le danger serait de vouloir refaire le 19e siècle et d'un néoconservatisme vis-à-vis aussi bien du son, de l'harmonie, de la joliesse avec la musique et ce genre de choses. On sent qu'on a une tentation du joli et une tentation de se ressaisir de ces questions, mais en apportant une réponse passéiste.
Fort heureusement, ce n'est pas le cas. Tout le monde, il y a un grand mouvement émergent et beaucoup de créativité et de vitalité comme toujours. Voilà, donc ça c'est une des choses, c'est comment on réentend ces questions se reposer et comment on réarticule des réponses en essayant quand même de dialoguer ensemble, même si on a des pratiques différentes, des écritures différentes, où on se rencontre, on arrive à créer aussi certains termes. C'est pour ça que l'importance aussi de la recherche, de se rencontrer, de poser, de nommer, essayer de nommer ensemble ce qui advient, qui change dans beaucoup de domaines depuis les années 2010, à mon sens. S'il y a eu un long 19e et un court 20e, je dirais que le 21e peut-être commence aux années 2010. En tout cas, il y a beaucoup de tournants de choses qui se réarticulent à ce moment-là. Pour Artaud, c'était très difficile dans les corps caverneux de réarticuler sans redire, en tout cas de ne pas... c'est quand même dangereux, donc je l'ai gardé en hors-champ, comme un hors-champ important, et d'effectif, c'est-à-dire que c'est une balade dans Rodez où on n'arrive pas jusqu'au musée Artaud. Alors c'est plutôt une critique de la muséalisation aujourd'hui, comme pétrification de ces différents mécanismes violents de pétrification, d'images d'Épinal, de production d'images d'Épinal, sonores ou pas sonores. Et une des grands enjeux aujourd'hui qui nous mange, c'est de faire musée. Et dedans, je crée le terme de escape game Artaud. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui savent ce que sont les escape games. Donc j'imaginais qu'on fasse un escape game en s'enfermant dans une situation à la Artaud. Et donc ce Rodez Blues est un électrochoc blues, mais en déviant de l'objet, en n'allant pas jusqu'à l'endroit d'Artaud, et un dialogue de loin avec certains éléments de cette poésie. Serge Pey, peut-être on peut revenir sur le poème écrit avec les pieds, puisqu'on parle de son, de corps, à proprement parler. Je me demandais si, toujours pour continuer à débroussailler un petit peu, si le sonore et l'oral étaient deux choses bien distinctes pour vous, et si, au fond, l'écriture, pour vous, ne s'opposait pas à l'oralité, mais qu'elle était d'abord considérée comme une oralité, à proprement parler. Des questions. Beaucoup de questions, la même question. C'est des mondes. D'abord, par rapport au passé et à l'archaïsme, pour te répondre, et je suis bien d'accord avec ce que tu dis, mais j'aime tellement, la définition de la modernité pour moi est la suivante: j'aime tellement la tradition que j'en invente une chaque jour. La première fois. Pas une critique de la tradition, c'était pas du tout ça. Non, c'était une réarticulation. Ensuite, je disais juste une tentation de resservir certains plats, qui ne veut pas dire qu'on ne doit pas, tout n'est pas réarticulation depuis l'origine de tous les poèmes qui nous traversent. Hein. Non, c'était plutôt politique, un conservatisme politique. Mais, comme je suis très sensible aux impérialismes idéologiques, très sensible, puisque je viens de plusieurs traditions qui ont été complètement évincées par le centralisme. Par exemple, la poésie basque, avec les grands rassemblements qui se font tous les ans de poésie improvisée, la poésie sarde. Vous avez pendant des heures, des poètes qui improvisent en indécasyllabes sur des thèmes qu'ils ne connaissent pas, qui reprennent des tercines de Dante. Je veux dire que l'ignorance du savoir universitaire, je suis universitaire, est terrible. Je veux dire par rapport à la pratique qui se passe encore dans des lieux très populaires comme l'Italie, la Sardaigne, le Mexique. Pour devenir poète, dans cette grande tradition que je respecte, chez les Indiens Huichol, chez lesquels j'ai vécu, qui sont les derniers adorateurs du soleil et les consommateurs formidables, sacrés du peyote, il faut mémoriser 70 000 vers. 70 000 vers pour devenir quelqu'un qui est capable de guérir avec la parole du poème. Donc, aujourd'hui, je suis pris entre plusieurs tendances, entre plusieurs espaces qui se font la guerre. Jamais je n'oublie que Mandelstam dit la poésie, virgule, c'est-à-dire, virgule, la guerre. Et donc je suis dans une guerre des espaces et une guerre des temps. Et pour penser l'oralité, le son du poème, je suis obligé de convoquer tous ces temps et tous ces espaces que j'ai décrits. Le flamenco, par exemple, qui est pas si vieux que ça.
les chants du peyote, hein, l'ayahuasca, etc., mais aussi le travail que j'ai fait avec John Cage, et qui ne reniait pas du tout cet aspect fondamental et pulsionnel des origines de la poésie et de la musique. Alors, et puis, tout ce que nous avons fait dans le contexte de la poésie sonore. On m'a appelé, avec tous mes amis, à Bernard Lézy, Dufresne, Julien Blaine, Joël Hugo, les poètes sonores. Je n'avais rien à voir, moi, avec la poésie sonore. La poésie sonore, c'est la définition qu'en donne, vous le savez, mais bon, je parle pour le public, en donne Bernard Lézy, qui est mort, mon ami. D'ailleurs, nous allons faire un hommage à ces traces théoriques et écrites. C'est la poésie qui s'invente simplement avec un magnétophone. Je veux dire, c'est la définition que Bernard en donne. Parce qu'il me disait toujours, et vous l'avez déjà entendu ici, sur cette scène, lorsqu'il était vivant, il disait, comme la poésie ne se vendait pas dans les livres, j'en ai eu marre, et j'ai voulu faire du son. Donc, lorsque Alidic théorise le son du poème, c'est par rapport à l'absence de diffusion de la poésie écrite. Ce qu'il dit, là, vous pouvez le lire, ce qu'il raconte. Moi, là-dessus, j'étais en désaccord avec Bernard. Je dis, je n'invente pas le son de la poésie parce que l'écriture ne se vend pas. L'écriture, pour moi, et j'en finirai peut-être là, bien qu'il me faille des heures pour répondre à des questions si précises, l'écriture n'est qu'une oralité. C'est-à-dire, c'est l'invention permanente d'une oralité impossible qu'on ne peut pas créer ou vivre d'une manière normale. C'est pour ça que l'écriture du poème, ce n'est que la pulsion des fantômes qui vont inventer le double que nous devons aimer et qu'on ne voit pas. Voilà ce que je veux dire. Peut-être sur cette coïncidence entre le poème et le corps du poète, ça peut peut-être aussi nous ramener à votre champ de recherche, Céline Pardo. Alors, Serge P. évoquait le magnétophone. Évidemment, c'est aussi la question de l'enregistrement, qui a à faire aussi avec le corps du poète, évidemment. Toutes les recherches que vous avez menées, notamment autour de la radio et de la prise de parole des poètes pour dire leurs poèmes à la radio, qui était aussi une forme de transgression, puisqu'on a quand même longtemps donné aux comédiens, on continue encore à le faire, hein, mais la charge de dire le poème. Qu'est-ce que ça change quand tout ça commence à se mettre en place, au moment où arrive justement le corps du poète et la voix du poète? Alors, notamment, à la radio, il y a eu deux choses, c'est-à-dire qu'il y a eu à la fois une réflexion sur la manière de transmettre les poèmes par la radio. On se demandait, toute l'équipe autour de Jean Tardieu dans les années 50 se demandait si la radio pouvait être un instrument de démocratisation des poèmes, et notamment des poèmes contemporains. Donc ça, c'est une autre question, en fait. Là, c'est la question de la transmission, du partage avec le public le plus large possible. Aujourd'hui, je pense qu'à la radio, on continue de se poser ces questions, et de façon très ouverte, pas du tout sans réponse toute faite, c'est-à-dire sans a priori. C'est-à-dire on fait appel aux comédiens, oui, mais les comédiens, on leur demande de réfléchir à de nouvelles dictions. Donc dans les années 50, il y a une ébullition autour de ces questions-là, mais c'est pas la question du corps. C'est pas la question du corps. Par contre, il y a un autre champ de recherche qui se développe aussi à la radio, avant que Bernard Haitzik théorise la question du magnétophone pour la poésie. C'est la question de la radio, non pas comme simple véhicule, comme support du poème, mais comme moyen d'expression. Alors la radio, c'est pas non plus le magnétophone, c'est différent. Parce que la radio, c'est un dispositif avec une grille, des programmes, une audience, tout un dispositif qui est bien spécifique, qui est inscrit dans un... En plus, c'était la radio d'État, donc il y avait plein d'autres questions qui se posaient. Même si à la radio, donc le club d'essai de Jean Tardieu était une espèce de laboratoire expérimental très libre, tout à fait libre, mais les gens pouvaient vraiment faire ce qu'ils voulaient. Donc c'est pas dépendant de l'État directement, pas du tout. Mais donc il y a eu des expérimentations déjà à cette époque-là à la radio dans l'espace de ce club d'essai pour inventer
de nouvelles manières de dire, mais aussi d'écrire en fait. Mais là, on n'était pas dans le corps, puisqu'à la radio, le corps passe par la voix, certes, mais il n'y a pas la gestualité, il n'y a pas les mimiques, il n'y a pas l'engagement physique. Il y a un corps. Oui, il y a le corps. La voix, c'est du corps, bien sûr. La voix articule la langue et le corps. Et c'est passionnant d'ailleurs à étudier. Je suis en train de réfléchir à la question de l'accent, notamment. La question de l'accent dans la poésie, c'est un autre sujet. Mais à côté de... Oui, peut-être Je réagis parce que, je veux dire, c'est fondamental ce débat que nous avons ce soir, mais il faut qu'il soit plus précis. Je veux dire, quand j'étais avec, comment ça s'appelle, l'accent Derrida, avec qui nous avons fondé le Parlement international des écrivains à Strasbourg. Derrida, que je respectais beaucoup, que je ne respecte plus, depuis qu'il a fait cette déclaration, il se trouve que c'est René Char qui m'envoie ma première lettre en me découvrant comme poète. Donc, j'avais lu la parole d'un archipel, le voyage de la recherche de la base du sommet, etc. Derrida raconte, c'est inimaginable, comme Bourdieu d'ailleurs, Derrida raconte qu'il avait, pour lui, le poète fondamental était René Char. Je l'ai publié dans un livre, dans une lettre adressée à Henri Méchonic. Il était René Char. Mais lorsqu'il a entendu, c'est très grave, réciter son poème pour la première fois à la radio, il a dit « Sa poésie s'est effondrée à cause de son accent du Sud ». Derrida. Donc j'ai écrit, c'est une tâche terrible. Bourdieu a fait la même chose. Bourdieu a fait la même chose en disant « J'ai écouté un poète à Toulouse d'avant-garde, j'étais obligé de sortir tellement son accent était terrible. » Et je veux dire, nous avons étudié le rôle de l'accent à l'intérieur de la poésie impérialiste française est terrifiant, je veux dire. Et ce n'est que le révélateur parcellaire des répressions que la poésie a essuyées pendant des années. Notamment lorsqu'on fait un festival des poésies de la Méditerranée, vous n'avez pas les Corses qui sont invités. Je veux dire, il faut se poser des questions. Et on m'a répondu, les Corses ne sont pas invités parce qu'ils sont assignés à résidence. Je veux dire que l'accent est politique. Je pourrais en parler longtemps, j'ai arrêté, j'arrête. On en reparlera, mais juste, je trouve que c'est vraiment formidable cette anecdote. Je ne savais pas que Derrida avait dit ça de la lecture de Char. Ça donne de l'eau à mon moulin. Mais c'est très intéressant parce que ça reflète quelque chose. Alors, bon, il a peut-être jamais dit ça, mais en tout cas, ce que dit Serge Pey, c'est intéressant, parce que ça reflète aussi l'état d'une réception de la poésie par les auteurs à une époque qui n'était dans les années 50 jusqu'aux années 70 en fait en France, jusqu'aux années 60, même le milieu des années 70 en France. Les auteurs, ce n'était pas naturel pour les auteurs de dire eux-mêmes leurs textes. Ça se faisait, ils étaient invités à la radio notamment. En fait, la radio a initié ces choses-là. Bien sûr, ils lisaient dans des cénacles, ils lisaient entre eux, bien sûr, ça a toujours existé. Les poètes ont toujours lu leurs textes, ça, c'est pas la question. Mais la question de la lire en public, ça, c'est autre chose. Et c'est seulement dans les années 70 que cette pratique s'est faite. Et avant ça, il y a eu beaucoup de... Il y a le vocabuscrit, j'ai vu Patrick Gora. Oui, il est là. Le vocabuscrit sur cette question. Il était là à l'instant. J'ai vu des performances depuis les années 70 qui disent justement ça, cette mise en voix. Bien sûr. Oui. Mais ce qui n'était pas le cas en Allemagne, mais en tout cas la problématique française. Oui, ni le cas aux États-Unis, mais en France c'était comme ça. Et il y avait une grande intolérance par rapport à la voix des poètes. Les poètes lisent mal, ça on lit cette phrase-là, cette espèce de topos de jugement qu'on trouve depuis le début du XXe siècle dans toutes sortes de textes. Les poètes lisent mal. Alors, peut-être qu'aujourd'hui, certains d'entre vous pensent toujours que les poètes lisent mal, mais en fait, c'est une question d'écoute. Il faut apprendre à écouter, parce que ce n'est pas la manière de lire d'un comédien. Non, c'est autre chose. Les poètes lisent à leur manière, et chacun aussi à sa manière. Il n'y a pas bien ou mal, c'est pas tellement la question. Non, bien ou mal n'est pas la question.
Serge Pay, pardon, Laure Gauthier peut-être. Il y a quelque chose d'inaliénable. On ne peut pas retirer à quelqu'un qui écrit, qu'il soit d'une timidité confondante et que son corps soit dans l'état où il est. C'est inaliénable. On ne peut pas retirer à quelqu'un sa plus grande proximité à ce texte qui est une traversée de voix, le fameux passage de voix de la thèse de l'ami Frédéric Osnier. On ne peut pas, c'est une des rares choses absolument inaliénables, c'est ce qu'on appelle le tempo de la pensée comme le bouquin, qu'on l'appelle le rythme comme le sonique. C'est une chose qu'on ne peut pas retirer à la personne qui est auteur-autrice du texte, que ce soit écrit ou oral, que ça n'ait jamais pris la forme écrite ou pas, ça traverse, et effectivement c'est une chose inaliénable, qui pour moi de toute façon est intéressante. Donc les seules mauvaises lectures que je connaisse, c'est quand il y a un habitus social, une forme de fausse fluidité ou d'un être social à la voix. La même chose dans l'interprétation de textes musicaux ou de chansons. C'est-à-dire quand on ne reconnaît plus l'écriture, qui peut être une voix, c'est peut-être les conventions de l'époque vont tomber ou pétrifier à nouveau, c'est à nouveau une pétrification la voix. Mais c'est quand même important quand on parle du son, que le passage par l'altérité et l'autre, parce que certes il y a un engagement de son corps, mais le fait à des moments de tendre la main à d'autres qui fabriquent du son, que ce soit des personnes de musique improvisée, de musique rock, de musique écrite, peu importe, de musique traditionnelle, le fait de rencontrer l'autre, de faire des détours, des pas de côté, d'être capable de se fragiliser, moi j'appelle ça d'être sur pilotis ou d'être dans des moments où on n'a pas cette façon dont on a traversé soi-même et on a une autre voie, où on est fichu de côté ou que l'eau monte, d'aller dans des pratiques autres est intéressante. Et peut-être même de ne pas de donner la voix du texte à d'autres qui viennent du son et ça permet cet écart. Pour moi, ça permet une forme de vigilance qui est des choses principales et qui sont les plus chères. Et cette vigilance, on l'a soi-même, mais on l'a aussi, et c'est peut-être ce que permet ce son du poème, c'est d'intégrer, ou en tout cas par moment faire d'autres rencontres. Alors c'est plus dans la musique justement, et ça peut être dans l'improvisation, ça peut être sous toutes ces formes, mais ces rencontres nous disent aussi quelque chose à un moment de ça. Qu'est-ce que vous dire de cette rencontre, justement, cette possibilité de renouvellement du lien entre... C'est la même chose qu'avec la tradition, ça nous permet de réarticuler quelque chose. Et tout ce qui est réarticulé, que ça soit réarticulé dans mon cas, Villon, Dante ou d'autres, réarticuler permet de tendre la main vers une écoute. Et quand on rencontre quelqu'un d'autre dans une autre pratique, quand je prends un exemple concret, quand j'écris mon Castor de Pierre et que je le dis performe, je suis à un endroit au moment où j'ai saisi le texte. Pour moi, dans mon cas, je reviens au moment public vers l'endroit où j'ai écrit, vers cette énergie-là. Quand je rencontre une compositrice, par exemple, Nuria Jiménez Comas, et que je lui demande que pendant 3 ans, on retravaille ensemble aussi cette bande-son de la violence, aussi sa traversée à du texte, ce motif du nuage et ce son extrêmement concret de la violence qui s'est déposé dans la pierre ou dans quelque chose comme ça, quand je travaille avec elle, évidemment, je fais un pas de côté vers des zones en moi dans lesquelles je me suis frayé beaucoup moins de chemin. Donc j'entends autre chose et je réarticule autre chose. Je ne dirais pas que je fais ça tout le temps. Mais par exemple, là, on vient de faire aussi avec David Christoffel le Prêter notre voix, un texte que j'ai écrit sur la radio, justement sur l'expérience radiophonique d'un conte de Benjamin, un conte radiophonique, Le cœur de verre, qui est déjà une citation d'un conte romantique. Donc il y a plusieurs degrés, comme le millefeuille, plusieurs degrés de réarticulation de boucles sonores vers cette compositrice qui enregistre le son de la frontière entre l'Espagne et la France, et donc dans lequel il y a une femme soprane, mais il y a la voix de David Christoffel et la mienne qui viennent, et effectivement cette voix-là, dans cette pièce-là, dans cette collaboration-là, ne dit pas la même chose que celle depuis laquelle j'ai écrit le texte. C'est un déplacement, c'est un déplacement qui peut être comme un écart de beaucoup de choses, et comme tous les écarts, tous les déplacements entre le pas de côté, il engage une forme de vigilance, ça permet de réarticuler autrement. Oui, alors nous aussi, on se déplace un petit peu en crabe, hein, parce que c'est bien le crabe. On parle d'autre chose, que là on était en effet parti plutôt de la question de la lecture publique. Peut-être juste pour en terminer avec ça, alors c'est vrai qu'on devait en parler particulièrement
avec Yann Bétins qui avait écrit cet essai tout à fait intéressant sur la voix haute. Dans mon souvenir, Serge Depay, alors c'était dans un assez ancien entretien, vous parliez de la mauvaise bouche des poètes. Vous avez des mots très durs justement sur, alors non pas sur la performance, non pas sur le corps poétique, mais sur la lecture poétique que vous voyez comme un contresens sur le poème. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus? Je ne me souviens pas de ce que j'ai écrit, ce que j'ai dit à cette époque-là. Et vous avez peut-être changé d'avis aussi? Mais peut-être que je faisais référence à des lectures de poésie que je ne pouvais pas supporter. C'est-à-dire m'infliger 2 heures de récital de poésie ou de lecture, pour moi, était insupportable, ainsi que pour le public en général. Pourquoi? Parce que ce n'est pas ce type de lecture qu'il faut avoir. Il faut avoir une transgression. C'est-à-dire, il faut savoir être, comme le disait Madame Laure, il faut savoir être dans une transgression du langage. Vous savez, le théâtre s'invente au moment où cesse le sacrifice sur scène. Et la poésie, lorsqu'elle doit être lue, doit être un sacrifice du langage, et non une transmission théâtrale de la pulsion. S'il n'y a pas sacrifice du langage sur scène, je sors de scène, comme Baudelaire sortait du théâtre, ou Artaud. C'est la nouvelle oralité, ou l'oralité qui s'invente, est forcément un sacrifice, c'est-à-dire vraiment une mise à mort, au sens étymologique et ethnologique. Et c'est cette façon, je me souviens d'Nezahualcóyotl Coyote, ce grand poète mexicain, un jour a dit comme ça, on va supprimer le sacrifice humain. Et on va supprimer, et on va remplacer ce sacrifice humain par le sacrifice des papillons, des insectes. Et pour moi, lorsque je l'ai écrit dans Poésie Action au Castor Astral, je fais un peu de publicité, j'ai toujours vu les papillons comme des paroles. Comment sacrifier une parole? Comment sacrifier un papillon? Et ce sont les anciens qui m'ont donné la théorie. C'est Nezahualcóyotl Coyote, le prince des poètes aztèques. Et c'est là que j'ai commencé, si vous voulez, à inventer une nouvelle bouche. Je ne dis pas qu'il faut que tout le monde fasse comme moi, mais c'est lorsque j'ai travaillé avec les différents récitals que j'ai pu faire, lectures que j'ai fait avec William Burroughs ou Ginsberg, le disque que j'ai fait avec Allen, par exemple. C'était une transgression que nous faisions. Et on n'en sortait pas indemne de la scène. On était cassés, on était morts. Ce n'était même pas moi qui disais sur scène. C'était autre chose. Et René Farabé, avec qui j'ai fait de nombreuses émissions, l'atelier de création radiophonique, qui était un type incroyable, René Farabé. Il faudrait qu'un jour, peut-être que le marché de la poésie fasse un hommage à René Farabé. René Farabé nous suivait de cette façon-là, avec les micros, avec les guitaristes de flamenco, avec Allen Ginsberg. On était dans le sacrifice, et il savait nous sacrifier. Et lorsqu'il prenait le micro, René Farabé, il nous disait, allez, il me disait, arrête Serge, c'est pas comme ça qu'il faut, vas-y. Et tant que je n'avais pas basculé dans un double de moi que je ne connaissais pas, il n'enregistrait pas. Alors la transe, c'est encore autre chose. La transe, c'est encore autre chose. C'est passé. Oui, on n'y arrive pas tout à fait, mais comme les Gnawa, mais il faut passer dans une autre porte. Nous sommes des portes. Nous sommes des portes. Et si on ne décide pas d'être une porte, on ne peut pas s'ouvrir. Et la parole du poème, l'articulation entre l'écriture et l'oralité, c'est cette porte qu'on claque et qu'on ouvre pour passer jusqu'à mourir et ressusciter. Oui, je crois qu'effectivement, on peut applaudir. Il a une conviction, évidemment, toute une œuvre dans ses paroles, c'est pas profond, c'est très profond.
Mais il me semble qu'on pourrait, parce que peut-être vous êtes un peu perdu, je ne sais pas, parce qu'on parle de beaucoup de choses différentes en fait. Et il me semble que, en fait, sur la lecture publique, il y a plusieurs choses. Il y a beaucoup de choses. Mais il y a des objets différents. Là, ce dont parle Serge Pey, c'est la lecture événement. C'est comment faire événement, enfin, comment faire action. Bon, après, les termes, c'est tout ça aussi, on peut en parler des heures. Mais en tout cas, c'est la question du rapport immédiat à ceux qui écoutent. Qu'est-ce que produit la lecture, ou la lecture, la performance, le rituel poétique sur l'assistance. Ça, c'est ce que j'appellerais la lecture action, la lecture événement, la performance, ça. Et puis, il y a la question de la lecture de la poésie, de toutes sortes de poésie. La question de l'appréhension d'un texte poétique, on peut lire dans le livre, mais de son appréhension dans l'espace sonore. Soit par un interprète lambda, ou un professionnel de la diction, un comédien, soit par l'auteur lui-même. Et cette question-là, en fait, on y a très très peu réfléchi. Parce que, en France, je le disais tout à l'heure, mais c'est quelque chose qui est souvent rejeté d'emblée, en fait. Parce que les lectures elles-mêmes sont ennuyeuses, la plupart sont ennuyeuses. Jacques Roubaud, si je finis, Jacques Roubaud, il a écrit un texte extraordinaire là-dessus, qui s'appelle D'or. Et alors lui, il lit ses textes, hein. Il a une pratique de longue date, et puis très proche aussi de la poésie à l'américaine, de la lecture à l'américaine, la poetry reading. Donc, bon, il y a toute une théorie derrière, mais il est bien d'accord pour dire qu'il y a une certaine monotonie qui fait que l'assistance, très souvent, somnole à un moment ou à un autre. Bon, c'est pas la lecture qui secoue. Mais il n'empêche que cette question de la mise en voix, de la façon qu'un auteur a de lire ses propres textes, je vois pas comment nous qui n'écrivons pas, nous qui aimons la poésie, pouvons rejeter cette forme de lecture. Il faut bien qu'on se mette à l'écoute de cette lecture, de comprendre ce qui se passe. Et il me semble qu'il y a une manière qui peut permettre d'écouter différemment ces lectures, c'est la lecture différée, justement, la lecture médiate, la lecture répétée. On a un enregistrement, on l'écoute, on le réécoute, avec le texte, sans le texte, enfin, toute une gymnastique, si on peut dire, pour apprendre à entendre le texte lu par un comédien ou par l'auteur d'une autre manière. Pas à un degré premier où on réagit, oh c'est nul, j'aime pas ça, Apollinaire, oh là là, Aragon, oh là là. Donc, des choses qui ont vieilli évidemment. Apprendre à les écouter, ça veut dire réécouter, se faire l'oreille. Voilà. Je tenais à dire ça. Une seconde, simplement. Il y a une chose très simple à comprendre, c'est que la modernité française, elle appartient à l'écriture. C'est Mallarmé. La modernité américaine, c'est Whitman. C'est l'oralité. C'est pour ça que nous avons deux mondes qui peuvent se croiser et qui peuvent se cohabiter par moments et qui peuvent s'opposer. C'est pour ça que lorsque je travaille avec Allen Ginsberg ou John Jordan, par exemple, je veux dire, leur modernité sortait d'une autre tradition. Et la nôtre sort d'une autre tradition. Tous les poètes performeurs, notamment Julien Blaine, par exemple, il fait remonter la modernité à Mallarmé. Pas moi, parce que je ne suis pas français. C'est pareil, j'étais plutôt formée en Allemagne, donc effectivement, c'est pas du tout non plus la même chose, puisque et vis-à-vis de la radio, tous les poètes dès les années 30 lisaient leurs poèmes à la radio. Ingeborg Bachmann, elle a pu faire des livrets d'opéra, elle a pu faire des lectures dites performées. Il y avait cette pratique de la voix. Dès qu'il y a eu des moyens de reproduction de la voix, ils s'en sont saisis. Il n'y a pas du tout cette défiance française ou cette idée... effectivement, c'est d'où on parle, c'est pas du tout la même chose, les références sont pas les mêmes. L'Italie dont je reviens, c'est pareil. Effectivement, on n'en est pas au même endroit. Après, sans regarder moi d'où je parle, puisque dans mon cas, je dirais que j'essaie de ressaisir, de réarticuler l'énergie avant que le texte ne soit saisi. C'est vers cette énergie, j'essaie de puiser à cet endroit-là, en oubliant la saisie du texte, de retrouver cette coulée de lave-là. Mais je ne peux pas le présupposer de tout le monde. Il y a des écritures qui ont un engagement du corps, mais des poètes qui ont été, pour
des raisons multiples, ne sont pas capables en public, alors ça peut être l'éducation à la française, ça peut être la psychanalyse, ça peut être mille choses, ou des traumas, ne sont pas capables de porter cette parole comme ils écrivent. Leur corporalité ne s'entend pas directement, vont chercher la table, vont remettre leur chemise, vont être... Et tant que pour moi ça n'est pas une pratique extérieure, c'est-à-dire tant qu'ils ne vont pas imiter un code de discours, quelque chose qu'ils vont greffer ou essayer de jouer leur texte, ça ne me dérangera pas si c'est une autre oralité, mais quelque chose, une tentative, en tout cas cette proximité inaliénable à leur texte, qu'on entend quand même iriser dans leur voix, c'est-à-dire qu'il en reste toujours quelque chose. Ce qui fait que je pourrais être, alors je ne vais pas dire des noms, je pourrais être extrêmement touchée au vif et voir l'écriture corporelle derrière certaines personnes incapables de passer la rampe en soi du corps. Parce que je vais entendre ça dans leur corps. Je vais entendre cette incapacité ou ce handicap. Les seules choses dont moi je sors en lecture, c'est quand j'entends un habitus appris, extériorisé, qui est collé, greffé, une joliesse, une pseudo-fluidité ou un effet de manche, qui vont foutre en l'air l'écriture, ou l'oralité première, et dont j'ai l'impression que c'est greffé. Et cette chose-là, effectivement, va me hérisser. Mais peu importe, ça me hérisserait dans une fausse performance, comme dans une fausse lecture à la table, dans tout le mode. Il n'y a pas une modalité en soi qui me... Après, il y a mon chemin à moi. Mon chemin à moi, il est voilà. Mais je peux rencontrer sur mon chemin des gens qui ont une difficulté à dire leur texte, et pourtant qui ont joué leur vie sur un verbe, dont je sais que l'engagement est absolu, dont le risque ou l'exposition est extrême, mais qui n'ont pas cette capacité, pour des raisons dont on pourrait parler longtemps, mais peut-être de le porter à l'autre, comme ça. Peut-être aussi des poèmes qui résistent à la voix haute, qui résistent au corps. Oui, aussi. Alors moi, c'est pas de là dont j'écris, donc je peux pas répondre pour eux, mais j'imagine qu'il y a ça aussi. Oui. Il y a rajouté quelque chose qui me parlait. Oui, peut-être qu'il y a des textes qui ne peuvent pas être lus, mais en fait j'en doute. Je pense que tout texte peut être lu, même les textes a priori illisibles. Il y a toujours une manière de les dire, et l'auteur a sa manière de les dire. Donc il faut se dire, il faut écouter. Pas être dans le jugement d'abord, mais d'abord dans l'écoute, la réception. Au contraire. C'est-à-dire toute voix peut trouver son écriture. C'est ce que les linguistes américains démontrent avec l'écriture Navajo. Comment trouver la voix d'une écriture et comment une voix peut trouver son écriture. Mais il y a une interaction, il y a un va-et-vient incessant. Mais pour être très court aussi, il faudrait faire une analyse de la chanson poétique française, qui a été remarquable et qui est censurée d'une manière systématique. Qui écoute Léo Ferré aujourd'hui? Barbara, etc., etc. On les entend plus à la radio. Les textes sont censurés. Vous savez que Guy Béard est en train d'être réécrit par les impérialistes genrés. C'est inimaginable. Georges Brassens est mis à l'encart, vous le savez. Pierre Perret est interdit d'antenne à cause de ces textes. Je veux dire, si on ne remet pas l'analyse du son dans le contexte de censure dominant d'aujourd'hui, on ne comprend rien à l'histoire du son. La chanson française, celle au moins que ma génération a aimée, est interdite. Interdite. Vous savez ce que ça veut dire? Ne plus écouter Léo, ne plus écouter Claude, etc., Nougaro. C'est terrifiant ce qui se passe. L'autre jour, j'ai assisté à un récital, quelqu'un qui faisait un récital de Claude Nougaro, et il y avait Marie-Christine, vous connaissez cette chanson? Mais ils ont remplacé Marie-Christine, ils ont dit Jean-Marie, etc. Alors, j'ai dit à la copine qui disait ça, elle me dit, mais Nougaro, il était bi, c'était mon copain. Et s'il avait voulu écrire un truc pour un homme, il l'aurait écrit. Il a écrit pour une fille, parce qu'il aimait aussi une femme, etc. Aujourd'hui, il faut replacer le problème du son, de l'oralité, dans un contexte sociétal, et qui est terrifiant. Pardonnez-moi. Aujourd'hui, j'ai peur. Il y a des créations poétiques, le rap existe, il y a des créations, il faut arrêter le passé c'était bien, les clivages, l'auteur lit alors c'est l'original et d'autres éclairages
ne viennent pas faire écouter une autre façon d'éclairer le poème, d'éclairer le son, Le rap, madame. Je défends le rap. Je suis un rappeur. J'étais avec The Last Poet, avec Rayton. Textes qui ont été censurés, cassés par la CIA et les services américains. Faut absolument le dire ici. C'est un scandale. Et je veux dire, le rap, il doit aussi écouter la musique basque, moderne, les chants basques, modernes, la poésie corse, moderne, les chants endeskylabiques, sardes, modernes, et pas croire uniquement, comme la musique idéologique de la radio nous le fait croire, qu'ils sont les seuls inventeurs de l'oralité. Il faut revendiquer toutes les oralités, y compris celle du rap, mais aussi celle des miens, qui est censurée en permanence sur les radios. Excusez-moi, je suis en colère. Non, alors, on va pas tarder à s'arrêter. Laure Gauthier, peut-être juste vous laisser le mot de la fin. Alors, la chanson, je crois pas, les cultures populaires, les cultures, chansons et poèmes qui sont cousines, à toute époque et dans toute culture, je pense, dialogue. C'est toujours l'idée de la rencontre. Je pense qu'encore aujourd'hui, on fabrique des choses ensemble avec des gens qui viennent de différents styles musicaux, de musique improvisée, de musique dite du monde, même si pour moi le terme, c'est pas le terme forcément que j'emploie. Mais il y a quand même toujours une inaliénable créativité, une inaliénable rencontre. On est plutôt dans certains effondrements créent forcément des énergies nouvelles qu'on doit saluer. Il y a moins, on était en train de se déchirer il y a 10 ou 20 ans sur la question entre lyrisme et objectivisme, au moins on devrait se féliciter, nous ne sommes plus en train de nous déchirer là-dessus. Et donc, il y a aussi d'autres choses qui se créent. Alors, il y a toujours d'autres déchirures, mais il y a des possibilités. Alors, il y a peut-être plus Nougaro, mais il y a quand même d'autres. Il y a quand même une grande vis-à-vis du son. Il y a quand même en ce moment des collaborations spontanées dans le temps possibles, qui disent quelque chose. Je pense quand même, pour moi, en tout cas, tout ce qui est musique du poème, son du poème, c'est toujours le degré de danger politique. Et cette façon dont beaucoup de poètes aujourd'hui, quand même, tendent la main vers la musique, vers le son, à nouveau et beaucoup, c'est quand même une réponse aussi politique, ce que j'appelle la bande-son dystopique du poème. Il est évident que cette façon d'aller vers l'autre et de faire entendre autrement, ou de faire un geste, une ouverture vers l'autre, et de fabriquer quelque chose dans différents contextes sonores, musicaux, radiophoniques, etc., nous dit la volonté de l'écoute, enfin que les poètes ont conscience de la parole raréfiée, attaquée. Il y a quand même on sait très bien que le langage majoritaire n'est pas un langage poétique, et donc il y a quand même une recherche d'écoute et un nombre de rencontres possibles à nouveau qui font qu'un certain nombre aussi, pas seulement de chansons, mais de nouveaux répertoires, peut-être même de bifurcation entre poésie et les arts de la musique, dont on n'a pas encore les termes, mais qui sont en train d'émerger. Enfin, il y a quand même pas mal d'émergence en ce moment. Merci beaucoup. Alors, peut-être juste, là, décidément, ça aurait été plus que là, c'est des crabes qui dansent, qui arrivent jusque. Donc, on termine par la chanson. Peut-être si vous avez des questions à poser parmi le public, c'est le moment. Il y a une chose. Il y a une chose dont il faut parler de temps en temps, c'est aussi le phénomène de l'incarnation. L'incarnation, quand on incarne quelque chose, que ce soit un personnage ou une tradition, ou ça peut être Léo Ferré, ça peut être Brel, ça peut être Gaston Coutet, ça peut être etc., etc. Moi, je crois que c'est une manière aussi d'être entier, de s'engager entier. Vous parlez de sacrifice tout à l'heure, c'est un peu ça quelque part. On laisse toujours quelque chose. C'est jamais gratuit. Voilà. Non, juste un mot d'étonnement, puisque ça fera 20 ans l'année prochaine que Derrida est mort, déjà. Autant
autant, on va rectifier les choses, je ne mets pas en doute ce qu'a dit Serge P. sur Derrida, mais je crois que certain nombre de personnes ici le connaissent assez pour savoir qu'il avait effectivement, et je vous le concède très volontiers, un mauvais rapport à son accent personnel. Effectivement, il ne supportait pas son propre accent algérois, dont on parlait français. Il a écrit là-dessus, il s'est beaucoup exprimé. En revanche, sur René Char, il y a 2 points que moi je souhaite rectifier. Un, honnêtement, Derrida ne s'en cachait pas, il n'aimait pas René Char, voilà, sa poésie. Donc je ne crois pas qu'effectivement il ait eu quoi que ce soit à dire de plus. Quant à ce que vous avez dit, je ne doute pas que vous l'ayez entendu, dans des conditions que je ne connais pas, mais je connaissais assez Derrida pour savoir que jamais il n'aurait dit ce qu'il ne pensait pas, et jamais il n'aurait pensé ça de René Char, quelles que fussent les réserves qu'il avait pour la poésie de René Char, qu'il n'aimait pas beaucoup parce qu'il l'a trouvée un peu cotée, un peu trop dans l'imitation parfois d'elle-même, même s'il avait le plus grand respect pour un certain René Char aussi. Voilà, c'était un petit point, mais on peut être dans le désaccord aussi de temps en temps à propos de Derrida et de René Char. Il n'y a pas de problème, mais c'est Derrida quand même qui a déclaré cela, c'est pas moi qui l'ai inventé. Et Bourdieu a dit la même chose, parce que Bourdieu, il avait l'accent du Béarn, et il a dit à l'école normale, j'ai passé mon temps à corriger mon accent, et je ne supportais plus des comédiens qui ont un accent du Sud, et je vous signale qu'à la même époque, des types comme moi n'étaient pas reçus au CAPES, parce qu'ils avaient l'accent du Midi. Et quand on allait passer le CAPES, l'oral du CAPES, à Paris, on passait notre temps à essayer de corriger notre accent et d'oublier ce qu'on voulait dire. Mais c'était un combat vraiment idéologique. Alors, un peu pour la haute. Écoutez, pour terminer, tout à l'heure j'ai fait un hommage à la Beat Generation, avec qui, avec Allen, avec John Zorn, avec Ferlinghetti, et nous étions à la librairie Shakespeare face à la cathédrale, et on dormait à cette époque-là, on dormait à l'intérieur de la librairie, et je dormais avec Allen Ginsberg. Et donc je vais vous dire un petit extrait, comment je faisais avec Allen pour dire ces quelques textes. Beat, 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 beat. Les chevaux sont recouverts de tuiles rouges. Beat, beat, beat. La mer change ses roues dans des garages de tracteurs volés. Beat, 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 beat. Dans la lampe qui éclaire le couloir, on entend le bruit que cache la lumière. Beat, 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 beat. Les photos reproduisent des visages pour se reconnaître une seule fois, au milieu d'eux, une seule fois. Un réseau de veines irrigue la statue de la place. Devant nous, un enfant arrache la tête d'un arbre ou d'un moustique. Le jour est assis sur une vieille chaise de paille, pendant qu'un coiffeur peigne les grands cheveux du vide au fond du lac. Beat, 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 beat. Les parallèles deviennent obscènes dans les bordels de la géométrie. Tout poème est une action sur le réel qui témoigne d'un miracle au bord d'un mot qui ne veut pas tomber. Aujourd'hui, j'ai peur d'écrire sans déplacer une étoile à la fin d'une phrase. Aujourd'hui, j'ai peur. Beat, beat, beat. Rien n'est égal ni comparable à cette mouche additionnant des 8 autour de la lampe en sueur et qui se pose au fond de ma phrase comme un point. Beat, 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 beat. À toi, Allen Ginsberg.
Merci beaucoup. On va s'arrêter là, je pense. Ah. Super, bonsoir. Je suis arrivée en cours de route, mais je voulais pas partir sans vous parler d'Ossip Mandelstam, qui écrit à la voix, voilà ce qu'il dit, et qui fait une grande distinction entre le poète et l'écrivain. Et voilà, l'écrivain, il fait un autre métier, il parle à ses contemporains. Et voilà, je vous laisse peut-être avec ma joie d'être en vie. Comment dire, c'est une écriture qui n'écrit pas avec le bout de son stylo, qui écrit avec tout son être, comme vous l'avez dit, et qui en même temps parle à un interlocuteur qui n'est pas forcément immédiat. Et voilà, c'est toute la poésie qui est née de ce travail de la voix, et qui est un travail qui dépasse même le corps, en fait, qui fait des ricochets. Alors, est-ce que je peux faire un ricochet